Bonjour à tous. La société édite l'intégralité du concert du 25 septembre 1950 à Stockholm. Avec les Wiener Philharmoniker, Furtwängler propose un magnifique programme avec, en première partie, la symphonie numéro 94 de Haydn, La Surprise, une saga de Sibelius, et puis, dans une extraordinaire seconde partie, un Don Juan de Strauss et une extraordinaire cinquième symphonie de Beethoven. Je suis donc aujourd'hui avec Raphaël Fournier. Bonjour Raphaël. Bonsoir. Bonjour Guilhem. Pour en parler. Alors, en 1950, Furtwängler est véritablement au sommet de son art. De surcroît, il dirige ici le Philharmonique de Vienne, plus soyeux et à la couleur moins sombre que son Philharmonique de Berlin. J'aimerais donc qu'on revienne en premier lieu sur le contexte de ce concert à Stockholm. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ? Alors c'est un concert qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée du Philharmonique de Vienne, une tournée pas seulement suédoise, qui incluait d'autres dates à Stockholm et des dates en Scandinavie, à Copenhague, également à Helsinki, et puis également quelques villes d'Allemagne. Dans le cadre de cette tournée, Furtwängler donc emmenait ses chers Wiener Philharmoniker avec différentes pièces au programme, de manière à donner plusieurs dates au même endroit. Donc il n'y avait pas que la 94e de Haydn et la 5e de Beethoven, et que en saga et Don Juan, mais d'autres pièces qu'il a pu faire écouter aussi au public d'Helsinki, de Copenhague et de Stockholm. Pour le cas de Stockholm en particulier, c'est le retour de Furtwängler qui avait donné de façon assez régulière des concerts pendant la guerre. On peut supposer, je ne vais pas vérifier, mais que le violon solo, à l'époque étant Willy Boskowski, c'est lui qu'on entend particulièrement bien dans Don Juan. Dans Don Juan, la mélodie associée à Zerlin, au personnage de Zerlin, c'est lui. Et c'est une bonne chose de l'entendre. Sur Vienne et Furtwängler, il y a vraiment une relation extrêmement approfondie. Chacun connaît sans doute parmi les mélomanes la phrase de Furtwängler: si l'Orchestre Philharmonique de Berlin est mon épouse légitime, l'Orchestre Philharmonique de Vienne est ma maîtresse. Et il y a véritablement une chose qui se dégage des auditions et qui se dégage de l'audition de ce concert, c'est que le son des cordes viennoises est enivré, irisé, amoureux comme rarement, et c'est un son que rendait le Philharmonique de Vienne. Je vais le constater, le dire, même après avoir écouté Walter, Schuricht et tant d'autres, deux grands chefs qui me viennent en tête comme ça, qui ont beaucoup dirigé Vienne. Qui ont beaucoup dirigé Vienne à l'époque, oui, en effet. Je suis obligé de dire que c'est quand même sous la direction de Furtwängler que les Viennois lui font le cadeau, et notamment les cordes viennoises, de cette sonorité proprement invraisemblable qui est si appropriée pour le coup dans le programme qui nous concerne à Stockholm, à une saga de Sibelius et à Don Juan de Strauss. On peut d'ailleurs se rappeler que Furtwängler et les Wiener étaient déjà allés à Stockholm en 1943 pour un concert Schubert. Oui, avec une très très belle 9e symphonie de Schubert, la grande, qui a fait date et que la société a publié. Oui, disponible en téléchargement d'ailleurs. Voilà. Alors dans le programme figurent deux compositeurs auxquels, et sans doute à tort d'ailleurs, on n'associe pas usuellement Furtwängler. D'un côté Haydn et sa symphonie La Surprise, et de l'autre surtout Sibelius avec une saga, pièce concernant laquelle d'ailleurs tu avais déjà parlé de la version de la guerre, de la version de 1943. C'était l'enregistrement qui m'avait marqué. C'était ça, c'était dans le podcast l'enregistrement qui m'a marqué, dont le lien sera d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce que donc cette première partie de ce concert de 1950 à Stockholm nous apprend sur l'art de Furtwängler et sur sa relation avec les Viennois ? Une première partie, on le dit, avec deux compositeurs pas usuels finalement dans le répertoire de Furtwängler. Alors Haydn, finalement, revient plus souvent qu'on croit dans les programmes de Furtwängler. On peut consulter la liste des concerts qui est sur le site de la société. Oui, tout à fait. L'outil de recherche est très simple. Je me suis livré à l'exercice
avant ce podcast, et il y a tout de même beaucoup de pièces de Haydn qui ont figuré au concert de Furtwängler. Évidemment des symphonies, numéro 88, 94, 101, 103, 104, je crois aussi, également. La création, évidemment. Dont nous n'avons pas d'enregistrement, malheureusement. Hélas. Bon. Donc Haydn n'est pas un exclu. Il n'a pas beaucoup plus dirigé Mozart que Haydn, par exemple, si on met les opéras de Mozart à part. Donc c'est pas un compositeur inhabituel. Il a laissé en plus, Furtwängler, 2 enregistrements de studio de symphonie de Haydn, un enregistrement absolument magistral de la 88e chez Deutsche Grammophon, qui est véritablement une révélation. Ceux qui ont des réticences à l'égard, ou des idées préconçues, des préjugés négatifs à l'égard de Furtwängler, genre les classiques, ouais. Voilà, ferait bien d'écouter cette 88e haute en couleur et en force expressive. Et en force expressive. Alors, la 94e, il l'a enregistrée également avec Vienne en 51, donc quelques mois après ce concert de 1950, de septembre 1950. J'ai réécouté les 2 enregistrements. On peut trouver un peu terne l'enregistrement de studio, aux côtés de la prestation véritablement expressive, extraordinairement animée des Viennois en concert à Stockholm. Spécialement le final. Le final qui est une magnifique démonstration du génie du développement de Haydn, est remarquablement animé, et il faut bien le dire, ça laisse un petit peu ça éclipse, à mon avis, largement l'enregistrement de studio ultérieur. En ce qui concerne Sibelius, on a la chance, donc, avec la mise à disposition de ce concert des Viennois à Stockholm, d'avoir une autre version d'Ensaga par Furtwängler. Alors la version, on peut dire d'emblée que la version viennoise à Stockholm ne départ pas à côté de la version de guerre. Les grands paramètres de la conception d'ensemble sont les mêmes. Globalement les mêmes. Globalement les mêmes. Le geste très ample, le tempo très large pris d'emblée au moment de l'installation du premier thème, qui est absolument nécessaire pour pouvoir ensuite prendre en fait la respiration pour que le second thème, qui, avec ses rythmes pointés, se développe, puis enchaîne avec le troisième thème, qui est une espèce de cavalcade effrénée,
puis pour retourner dans le néant, puis ensuite se redéployer une dernière fois dans une déflagration monumentale. Il faut ce souffle pris, ce souffle long. Hein. C'est vraiment la grande caractéristique de Furtwängler, et donc cette donnée-là est bien présente avec les Viennois. Ce qu'il y a peut-être de plus là dans ce concert, c'est ce son enivré, irisé des Viennois, le sublime hautbois, la sublime clarinette. Tout à fait. Et quand, vers la fin de ce poème symphonique, la mélodie rend comme des râles, c'est sincèrement inouï. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais à mon avis, qu'on comparerait peut-être avec Fruit, cet enregistrement avec un autre enregistrement légendaire et absolument raffiné et magnifique d'Ensaga, qui est un enregistrement ancien aussi, fait par un grand chef qui est celui de Victor de Sabata. Victor de Sabata, oui. En 1946, voilà, avec le London Philharmonica. Je ne suis pas livré à l'exercice, mais je sais qu'il y a quelque chose de narcotique et de vénéneux dans la version de Sabata. Mais bon, avec sujet, une grande fluidité du geste aussi. C'est vrai aussi. Bon, le sujet de ce soir, c'est pas de Sabata. C'est pas de Sabata, effectivement. Je ferme la parenthèse, mais en tous les cas, on est au sommet là, de l'interprétation sibélienne, à mon sens. On se situe sur des cimes. Et c'est heureux que la société ait pu mettre la main sur cette... grâce aux archives de la radio suédoise et à leur coopération sur les bandes d'origine. C'est l'occasion de dire un mot de la qualité sonore. Les précédentes moutures des différents éléments de programme de ce concert étaient extraordinairement ternes. Oui, dans la couleur. Le Haydn, le Sibelius aussi était assez décevant de ce point de vue-là. Et là, on a une bande d'une belle présence. On peut trouver ça et là des mises en valeur de certains pupitres, mais rien d'absolument choquant. Donc, à ce titre, c'est un document d'un grand prix. Donc, un très très grand Ensaga de Sibelius.
Et d'ailleurs, pour continuer à parler de Sibelius, en 1950, Furtwängler a rendu visite à Sibelius dans sa demeure finlandaise d'Ainola. Comment donc cerner ce lien complexe qui unissait Furtwängler à Sibelius et à sa musique? Alors, le lien Sibelius-Furtwängler est un lien d'admiration réciproque. Alors, évidemment, qui est déterminé dans un sens, dans le sens Furtwängler vers Sibelius, l'admiration de Furtwängler pour Sibelius, par le statut de Furtwängler qui est à la fois de compositeur et de chef d'orchestre. Il se considérait lui-même comme un compositeur avant tout qui dirigeait. Voilà. Et dans le cas, dans le sens admiration de Sibelius pour Furtwängler, c'est une grande estime pour l'interprète qui est documentée. Même si on sait que Sibelius était prodigue, il n'était pas avare de compliments à l'égard de tous les chefs qu'il dirigeait. Bon, dans le cas de Furtwängler, il est allé plus loin que cela, il s'est déplacé en Allemagne pour aller écouter Furtwängler diriger ses œuvres au milieu d'un programme qui comportait d'ailleurs la Symphonie Fantastique. Le texte d'accompagnement de la publication de la Société qui a été rédigé par Marc Vignal, qui est très complet et remarquable, fait dans le point le livret là-dessus. numérique. Alors, cette admiration, elle est aussi documentée par des choses qui sont peut-être plus triviales, mais intéressantes néanmoins. Il y a une photographie un cliché célèbre de la visite de Furtwängler à Ainola, où il est en présence de Sibelius. Il se tient, Furtwängler, comme un petit enfant. C'est très net. Je ne connais pas d'autres clichés de Furtwängler où il semble aussi impressionné en présence d'un contemporain. Je pense que c'est un témoignage suffisamment éloquent. Donc il y a ça. Alors après, l'autre aspect des choses, c'est qu'il n'a pas dirigé Furtwängler lors d'une tournée qu'il amenait en Scandinavie comme un régional de l'étape. Il aurait pu, à ce compte-là, diriger du Nielsen à Copenhague. Il ne l'a pas fait. Il dirigeait très très peu Nielsen. Je crois qu'il y a 2 occurrences de pièces de Nielsen dans toute sa carrière de chef d'orchestre, alors que des pièces de Sibelius, il y en a beaucoup plus que cela, il y a beaucoup plus d'occurrences. Il a dirigé de nombreuses fois la 7e symphonie avant-guerre, il a dirigé à plusieurs reprises la 2e symphonie lors d'une série de 4 dates, une série de concerts berlinois, et il dirigeait très souvent Ensorga, avant-guerre, et un petit peu moins pendant la guerre et après-guerre, mais tout de même. On en a des témoignages. On en a des témoignages. Le concerto de violon, et une pièce peut-être moins attendue, mais avec laquelle il a emmené le New York Philharmonic en tournée aux États-Unis en 1927, c'est La Tempête. C'est intéressant parce il s'est intéressé non pas au Sibelius le plus ouvertement, disons, le plus facilement tchaïkovskien. En tout cas, c'est pas là-dessus qu'il s'est surtout concentré, mais le Sibelius des tout débuts, poème symphonique, donc Ensorga, et puis le Sibelius moderniste de la 7e symphonie et La Tempête. Le Sibelius le plus étrange, le plus singulier. Donc un lien très fort, il me semble, avec ce compositeur. On aurait aimé qu'il fût plus documenté, notamment avoir des extraits de La Tempête, ou de la 7e symphonie. Ou de la 7e symphonie. Évidemment. Voilà ce qu'on peut dire, il me semble, sur ce lien avec le compositeur contemporain. Il y a des phrases de Furtwängler sur Sibelius qui sont rappelées d'ailleurs par Marc Vignal dans le livret, qui sont sans ambiguïté sur la place très élevée à laquelle il situe Sibelius parmi les grands compositeurs, disons, de la toute fin du 19e et du début du 20e siècle.
Alors, la deuxième partie du concert, cette fois-ci, elle commence avec un Don Juan de Richard Strauss, et qui peut nous paraître vraiment différent du studio qu'il enregistrera avec Vienne aussi. Alors pour ma part, je n'ai pas comparé l'enregistrement de ce concert de Don Juan avec la mouture de studio ultérieure avec Vienne, mais je l'ai comparé avec ce que j'ai dans ma mémoire en tête, qui sont les versions berlinoises, notamment et surtout celle de la guerre. Et notamment celle de guerre. Alors c'est donc un enregistrement, un Don Juan beaucoup moins orageux, ombrageux, violent même, et violent que celui de guerre. Un Don Juan où les cordes viennoises sont mises à contribution, à profit, alors évidemment dans le motif de Zerlin, mais aussi dans toute cette première partie où il y a une sorte de scène d'amour qui rivalise là avec la scène d'amour de Roméo de Berlioz ou du Roméo de... Enfin, je pense surtout au Roméo de Berlioz. Elle est éperdue. La cantilène au hautbois est vraiment admirable. Plus en tête le nom de l'oboïste, du principal oboïste du Philharmonique de Vienne, mais il est vraiment, il se couvre de gloire là. Il y a des jeux de clair-obscur vraiment magnifiques aussi. C'est vraiment aussi un des intérêts de disposer de ce concert dans un son présent et très décent, c'est d'apprécier ces jeux de clair-obscur que pour ma part j'entends beaucoup moins à Berlin. Et ça, c'est très heureux, et ça fait de ce Don Juan un très très beau Don Juan, arrangé parmi certainement les plus beaux laissés par Furtwängler, qui était quand même très à son affaire dans cette pièce. Le concert est donc clos par la 5e symphonie de Beethoven. Et c'est l'œuvre que Furtwängler a le plus dirigée dans toute sa carrière. Mais, on le sait, pour les raisons qu'on connaît, chaque interprétation de Furtwängler est toujours différente. Qu'est-ce que donc cette version a de spécifique ? Au fond, quelle facette de la vision du chef nous révèle-t-elle donc ? D'abord, c'est Vienne. Donc, c'est les qualités du Philharmonique de Vienne que l'on va retrouver, et qu'on va retrouver donc en plus en public. C'est une banalité de parler de spontanéité dans le cas d'une exécution publique, mais ça s'applique là. Alors, pour les grandes données d'ensemble, c'est conforme au canon furtwänglérien. Ce qui serait peut-être spécifique, au deuxième mouvement, j'ai rarement entendu un aussi beau dialogue de la majesté et de la grâce. C'est vraiment un très très beau deuxième mouvement. Et puis, à la charnière du troisième, et puis évidemment encore plus dans le quatrième mouvement, on entend très très bien dans cet enregistrement le jeu des accélérations et des subtiles décélérations
pour maintenir la montée en puissance et aboutir au climax foudroyant. Ce que l'on pouvait déjà constater dans la précédente publication, dans une des précédentes publications de la Société Wilhelm-Furtwängler avec la 4e symphonie de Schumann, qui a aussi la particularité d'avoir un 3e et 4e mouvement qui s'enchaînent. Avec une transition, donc voilà. Furtwängler a le secret. C'est ça. Et là, on l'entend avec tout un luxe de détails. On pourra mentionner aussi une petite mention spéciale au timbalier. Y compris dans le premier mouvement. Y compris dans le premier mouvement. C'est une très très belle 5e qui se situe, qui vraiment tire tout le parti possible de l'excellence d'exécution des Viennois. Un peu comme celle de Copenhague, finalement. Oui. Qui date de la même année, d'ailleurs. Oui. Une 5e symphonie de Beethoven à Copenhague, qui est d'ailleurs disponible en téléchargement sur la boutique de la SVF. Alors merci beaucoup Raphaël pour cette intervention. Merci Guilhem. Le concert sera donc disponible le 20 décembre en téléchargement, accompagné d'un livret dont on a déjà parlé, contenant une très belle iconographie et puis un excellent texte de Marc Vignal. Et tout cela sera disponible dans la boutique de la SVF au prix habituel de 10 €. C'est notre cadeau de Noël. Nous vous remercions évidemment de nous suivre et on vous dit à bientôt.